bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de formation. Cette semaine, nous continuons notre chemin au milieu des personnages qui entourent la naissance de Jésus et nous arrivons à celui dont les évangiles font le méchant de l'histoire, le roi Hérode, accusé d'avoir commandité le massacre des innocents. Si les évangiles nous conservent le souvenir d'un personnage tout en noirceur, les historiens de l'époque nous fournissent un portrait plus complexe. Hérode était assurément pour eux un personnage dénué de scrupules, mais aussi un grand roi. Alors où trouver la vérité historique et qui était cet Hérode que beaucoup nomment Hérode le Grand? Deux invités et deux historiens pour en parler. Mireille Hadas-Lebel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure émérite à Paris 4 Sorbonne et vous êtes une historienne spécialiste du judaïsme. Christian-Georges Fensel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences d'histoire ancienne à l'université de Valenciennes et vous venez, comme ça tombe bien, de publier un Hérode le Grand. Alors, on va essayer de voir un peu qui est cet Hérode, qu'est-ce qu'il a fait. Et j'aimerais que vous nous le présentiez un peu en historien. Comment est-ce que vous le voyez? Et peut-être pour commencer, d'où vient-il? On dit souvent que Hérode est un iduméen. Alors, qu'est-ce que ça signifie qu'il soit un iduméen? Oui, ses origines ont leur importance dans cette histoire. Il fait partie d'un peuple qui s'est installé au sud de la Judée proprement dite et qui avait été déplacé de l'Est par l'arrivée des Nabatéens, qui sont souvent nommés Arabes venant de la péninsule d'Arabie, vraisemblablement. Donc ils ont été déplacés vers l'ouest. Et désormais, on les appelle Iduméens. Ils ont des villes importantes comme Marissa, mais ce sont des païens à l'origine. Et ils ont été convertis, d'après certains historiens, de force, lors des conquêtes des rois juifs qui avaient repris le contrôle de ce territoire. C'est un cas extrêmement rare de conversion forcée, mais apparemment, on était sur des territoires qui étaient revendiqués par la tradition dans le royaume de David. Enfin, on cherche des explications. Toujours est-il que les Iduméens sont convertis au judaïsme. Hérode en fait partie déjà de la deuxième ou de la troisième génération des convertis. Et l'historien qui nous donne ces informations, Flavius Joseph, dont le nom reviendra sans doute souvent dans cette émission, nous dit que dès lors, ils ont été considérés comme des juifs comme les autres. Et c'est là que nous touchons l'ambiguïté du mot Iudaios en grec, puisque Iudaios est à la fois l'originaire de la Judée proprement dite, ou le descendant de l'ancien royaume de Juda, mais c'est également la désignation d'une religion. Dans la diaspora qui existe déjà à l'époque, on appelle Iudaioi des Juifs qui sont originairement des Judéens, mais aussi des Juifs qui sont des convertis d'origine. Et voilà que maintenant, sur un territoire contigu à celui de la Judée, vous avez un Iduméen qui est aussi Iudaios. Alors c'est très compliqué, d'autant que sa mère est une Nabatéenne. Donc il est mixte, on va dire. Il est mixte. C'est vrai que dans un passage très polémique, un de ses rivaux l'appelle un demi-juif, mais je m'insurge contre l'utilisation moderne de ce terme, car je pense que dans l'esprit de celui qui l'utilisait, ça ne signifiait pas du tout ce que ça signifie de nos jours. Ça voulait dire pour lui quelqu'un qui n'était pas très légitime, qui pratiquait pas vraiment la religion juive, car nous allons voir qu'Hérode avait beaucoup de faiblesses de ce point de vue. Alors, expliquez-nous où est-ce qu'on en est au niveau politique dans la Judée, puisque on a vu que Hérode est un Iduméen, donc il est en fait sujet du roi de Jérusalem, si on peut dire. Alors, qui est ce roi de Jérusalem ? Alors en fait, il n'y a plus de roi à l'époque. Les Romains ont pris possession de la Judée à l'époque de Pompée en 63, et le souverain hasmonéen Hircan II n'a plus que le titre en fait de grand prêtre. Donc il n'y a plus de roi à cette époque en Judée. Alors vous avez
prononcer le mot hasmonéen, c'est la dynastie des Maccabées. C'est la On peut dire dynastie ça des comme ça. Maccabées, c'est la dynastie Voilà. qui descend des Maccabées et donc qui fait figure de dynastie légitime aux yeux des Juifs, aux yeux des Judéens. Alors on pourrait revenir peut-être sur ce terme très intéressant de demi-juif, effectivement, qui apparaît dans l'œuvre de Flavius Joseph. C'est l'accusation que l'on porte contre Hérode. On peut lui donner un sens politique, en fait. Elle se comprend, cette accusation, dans un sens politique, dans le contexte politique du moment. Il s'agit de dire qu'en fait, Hérode n'est pas un souverain légitime, en fait, par ses origines. Le souverain légitime, c'est le descendant de la dynastie hasmonéenne, me semble-t-il. En l'occurrence, ce sera Antigone Mattathias, le dernier des souverains hasmonéens, qui est mis sur le trône avec l'aide des ennemis de Rome, avec l'aide des Parthes. Je pense en effet que ce manque de légitimité fondamentale d'Hérode peut être une clé pour le personnage et pour le double aspect que vous évoquiez, Hérode le Grand pour certains, mais Hérode l'impie ou le méchant pour d'autres. Oui, c'est ce qui explique, c'est ce qui va motiver toute sa politique. Il va essayer de combler ce déficit en légitimité, en tentant quand même, une fois qu'il sera roi, de séduire en fait les Juifs à travers ses discours, sa propagande. Il n'y arrive pas toujours, même loin de là, évidemment. Mais il cherche autant à séduire les Romains que les Juifs, évidemment. populations voisines, Voilà, par ses largesses. il est dans une position Donc, très c'est eux ambiguë, qui l'appellent Hérode le double. Grand. Voilà, oui. Alors comment est-ce que donc cet Iduméen a réussi à accéder au pouvoir? Quel est le problème de la dynastie hasmonéenne qui a fait qu'on a pu ainsi changer de dynastie? Pour C'est un coup d'État? simplifier, en gros, les Hasmonéens ont pris parti pour les Parthes, donc pour les ennemis Donc, les des Parthes, Romains. c'est une peuplade. C'est des successeurs des Perses, on pourrait voilà, dire. c'est ça. Ils viennent du Turkménistan, de l'Iran actuel. Et donc, c'est les ennemis des Romains dans la région. Et donc, les Parthes envahissent la Judée en 40. Ils nomment roi, donc le dernier des souverains hasmonéens, Antigone Mattathias. Et à ce moment-là, les Romains ont besoin de reconquérir en fait la Judée. Ils nomment Hérode roi. Hérode est un Iduméen, on l'a dit, mais il est aussi nommé roi par les Romains. La source de son pouvoir, c'est le Sénat romain, c'est Antoine, c'est le futur empereur Auguste, Octave, qui le nomme en 40 roi. Il me semble qu'avant cela, il faut quand même parler de son père. Oui, de son qui père s'appelait Antipater, oui. qui était un conseiller du dernier souverain juif légitime et qui, en fait, avait manœuvré très, très habilement Absolument, pour prendre le pouvoir, car il avait affaire à un souverain extrêmement faible Hircan et II, qu'il manipulait comme il voulait, et il a su acquérir la sympathie des Romains, Pompée d'abord, et puis Jules César, qui l'a aidé à conquérir l'Égypte, puis ensuite ça a été le tour d'Antoine, et Hérode a bénéficié de la sympathie que les Romains avaient pour son père. Lorsque je dis sympathie, c'est surtout que les Romains avaient compris que leurs intérêts se trouvaient de ce côté, qu'ils avaient affaire à une province qui était difficile à gérer. Ils ne comprenaient pas grand-chose au particularisme des Juifs dans cet environnement païen. Ils avaient déjà pris pied en Syrie, ils convoitaient l'Égypte, ils auraient pu mettre la main sur la Judée tout aussi bien. Mais ils ont trouvé plus commode de faire régner un homme à eux. Donc ils ont même ressuscité ce titre de roi qu'ils avaient aboli. Ils sont bien obligés parce qu'il faut contrer Antigone Mattathias qui a reçu ce titre de roi de la part des Parthes. Donc les Romains nomment leur roi, qui sera leur instrument de la reconquête de la Judée au profit de Rome. Il faut reconquérir Rome, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de souverain légitime du point de vue des Juifs, puisque les souverains légitimes sont du côté des Parthes, enfin la famille légitime. En même temps, Hérode a fait ses preuves en toutes circonstances. Il a fait ses preuves. Il a su rendre des services aux Romains, comme l'avait fait son père. Comme l'avait fait son père. Et alors, on pourrait ajouter que son père a reçu la citoyenneté romaine en 47 de la part de Jules César, le futur dictateur. Il est Iulius Antipater, et donc Hérode est aussi citoyen
citoyen romain, ce qui n'est pas d'ailleurs en contradiction avec son judaïsme. Hein. On peut être juif et citoyen romain. Donc effectivement, il est présenté au Sénat par Marc-Antoine et par Octavien, qui sera le futur empereur Auguste, oui. Et qui est le fils adoptif de César. Alors ça aggrave son manque peut-être de légitimité aux yeux des Juifs, parce qu'il est donc non seulement iduméen et non pas judéen, mais c'est un roi fait par les Romains en plus. Hein. C'est ça le problème. Et il conquiert son royaume grâce à une guerre civile dans laquelle il est aidé par 6 légions romaines qui font avec lui le siège de Jérusalem, qu'il arrive à reconquérir en 37. Il reçoit le diadème des Romains. Justement, vous dites il est roi. Qu'est-ce que ça signifie d'être roi alors que les Romains sont en fait les vrais maîtres du pays? Il a quelle indépendance? Enfin, quelle est sa marge de manœuvre? C'est un roi qui a une souveraineté limitée. Les historiens spécialistes de l'Empire romain parlent de souveraineté à 2 niveaux en fait. Il jouit d'une souveraineté réelle dans ses relations avec son peuple. Hein. Il peut réprimer, il exerce une sorte de violence politique, donc ça c'est une des définitions de la souveraineté. Il réprime, il fait tuer les opposants, il peut frapper des monnaies, mais seulement en bronze, pas en argent. Donc de ce point de vue-là, la souveraineté est déjà quelque peu limitée. Il ne paie pas, on le sait aujourd'hui, il ne paie pas de tribut aux Romains, contrairement à Hyrcan avant donc l'accession au pouvoir d'Hérode. Mais il est obligé de suivre en tout point la politique extérieure des Romains. Il doit participer aux opérations militaires de ses maîtres romains qui exigent de lui sa présence en Anatolie, par exemple. Enfin, il peut être convoqué à tout moment. Et c'est un peu le supplétif des Romains. Ça n'est pas du tout un roi indépendant, il est autonome. C'est ce qu'on appelle un roi client. Un roi client, voilà. Est-ce qu'on peut faire des parallèles avec, alors je sais que les historiens ont horreur de ça, mais essayons, avec une histoire plus récente de colonisation. Est-ce que c'est une sorte de pouvoir comme il y avait un bey ou un dey dans l'Empire colonial français, ou quand même il y a plus de... L'administration est romaine ou elle est... Ah non, elle n'est pas romaine. L'administration est judéenne. Oui. Non, il est plus puissant chez lui que dans ces cas de protectorat que vous évoquez. Oui. C'est une forme de protectorat, disons, mais effectivement, il faut peut-être s'abstenir des comparaisons qu'on n'aime pas trop. Mais quel est l'intérêt pour Rome? Parce qu'il faut peut-être voir un peu sortir un peu de la Judée et essayer de voir la géopolitique de la région. C'est quand même un tout petit royaume par rapport à l'immense Syrie que les Romains contrôlent. Pourquoi garder cette indépendance-là? C'est parce qu'ils étaient impressionnés par le temple, ils étaient impressionnés par le peuple judéen ou il y avait quand même quelques petits royaumes qui avaient réussi à subsister ici et là dans la région. Ça n'était pas un cas absolument unique. Ah oui, non. Mais on avait affaire à quelqu'un d'énergique, un allié militaire vraiment intéressant pour les Romains, et dont on pensait qu'on allait pouvoir le maintenir en place longtemps, qu'il aurait des héritiers qui lui succéderaient, et que ça éviterait à Rome une domination directe qui pouvait être coûteuse, alors qu'on avait là un homme qui était vraiment tout prêt à faire toutes les volontés de Rome et lui apporter un appui efficace. Donc ça n'était pas un intérêt immédiat, mais la politique romaine a évolué avec le temps, et puis les circonstances aussi. Oui. C'est dans l'intérêt des Romains. Enfin, ils ont 2 possibilités en fait. Ou ils installent leur administration directe en créant une province comme en Syrie. À ce moment-là, c'est un gouverneur romain, un proconsul ou un préfet qui s'installe avec l'administration romaine directe. Ou alors on nomme un roi dit officiellement amicus, amicus et socius. Et c'est un roi en fait dépendant. Enfin, l'historien Tacite disait qu'il s'agissait de rois inservitus, asservis en fait au pouvoir romain. Un allié sûr. Un allié sûr, un allié fidèle. Et alors c'est une politique d'ensemble au Proche-Orient ou même ailleurs. On a des rois clients jusqu'en Gaule, jusque dans les Alpes. C'est donc très, très fréquent. C'est aux marges de l'Empire. On préfère ne pas investir trop de moyens, semble-t-il. On fait des économies aussi dans l'Empire romain.
Alors, on va essayer d'aller maintenant dans le détail de la personnalité d'Hérode, et je vous propose de faire une première pause, et on va écouter ce que disait Ernest Renan dans sa vie de Jésus, la fameuse vie de Jésus, et où il trace un portrait un peu ambigu d'Hérode, mais toujours avec un style éblouissant. Donc, on écoute, si j'ose dire, Ernest Renan. Le grand Hérode mourut vers l'année même où Jésus naquit, laissant des souvenirs impérissables, des monuments qui devaient forcer la postérité la plus malveillante d'associer son nom à celui de Salomon, et néanmoins une œuvre inachevée, impossible à continuer. Ambitieux profane, égaré dans un dédale de lutte religieuse, cet astucieux Iduméen eut l'avantage que donne le sang-froid et la raison, dénué de moralité, au milieu de fanatiques passionnés. Mais son idée d'un royaume profane d'Israël, lors même qu'elle n'eût pas été un anachronisme dans l'état du monde où il l'a conçu, aurait échoué, comme le projet semblable que forma Salomon contre les difficultés venant du caractère même de la nation. Ses 3 fils ne furent que des lieutenants des Romains, analogues aux Rajas de l'Inde sous la domination anglaise. Antipater ou Antipas, tétrarque de la Galilée et de la Pérée, dont Jésus fut le sujet durant toute sa vie, était un prince paresseux et nul, favori et adulateur de Tibère, trop souvent égaré par l'influence mauvaise de sa seconde femme, Hérodiade. On n'arrivera pas jusqu'à Hérodiade. Alors, on voit donc qu'Ernest Renan a une option un peu particulière en le présentant comme un ambitieux, profane, égaré dans un dédale de lutte religieuse et un astucieux iduméen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est ce qui le caractérise? Astucieux, c'est son c'est astuce. certain. Oui. Il a hérité ça de son père et de tous ses frères, car il en a plusieurs. Il est certainement le plus habile, le plus cynique, le plus ambitieux, ça ne fait aucun doute. Et il le montre justement par ce qui fait sa grandeur aux yeux des populations voisines et de Rome, son programme ambitieux de construction. C'est pas seulement qu'il veut construire de beaux bâtiments qui assureront sa réputation pour les siècles des siècles, mais il lance de véritables défis à la nature. Et si vous prenez, je vais prendre juste quelques exemples, Césarée ou Massada, vous voyez que vraiment, il a décidé d'aller contre les difficultés que lui offrait le terrain et de construire ce qui paraissait impossible aux yeux des autres. Lui, il l'a fait. Oui, parce qu'il faut préciser que souvent, quand les gens visitent Israël pour des visites un peu historiques, pour voir les lieux saints, ou ils visitent Masada, ils visitent le temple de Jérusalem, tout ça c'est Hérode. En fait, il visite la grandeur d'Hérode, d'une certaine façon. D'une certaine façon, une grandeur d'Hérode qui, malheureusement, n'a pas subsisté jusqu'à nos jours, car à force de choisir des endroits impossibles, Masada, oui. comme Masada ou Césarée, oui. eh bien, les siècles s'emploient à détruire cette œuvre. Mais par exemple, à Césarée, vous avez une côte entièrement rectiligne. Impossible de construire un port. La Judée n'est pas un pays de marins, car la nature s'y oppose. Eh bien, lui va choisir cet emplacement sur la côte et il construit un port artificiel avec des techniques extraordinaires qui éblouissent encore les archéologues qui font maintenant des fouilles sous-marines. Il fait construire une jetée artificielle, il la remplit d'une terre qui est importée d'Italie, la pozzolana, qui est un ciment hydraulique qui lui permet de construire par-dessus une jetée avec des bâtiments superbes à l'entrée du port. Et puis, il construit sa ville de Césarée comme une ville moderne, à plan à angle droit, avec des bâtiments tous plus beaux les uns que les autres, mais qui sont des équipements aussi typiquement romains, à savoir le théâtre, l'amphithéâtre, l'hippodrome, que les Romains appellent cirque, et également même un temple à Auguste et à Rome.
d'où la méfiance de ses sujets quant à sa profonde piété. Oui, alors ce qu'on peut dire peut-être, c'est que c'est un très grand bâtisseur, effectivement, mais alors sa politique architecturale se divise en deux. Hein. Elle est à l'image du personnage qui est une sorte de Janus. Il a une mission presque impossible d'équilibriste entre les Juifs et le pouvoir romain. Et donc sa politique architecturale est à l'image de ce roi janiforme, parce que d'un côté, il commence à construire une cité de type grec, Césarée, sur la côte méditerranéenne, alors non plus de la Judée, parce que le territoire va échapper en fait à la Torah. La loi juive n'est plus en vigueur dès lors à Césarée. C'est la raison pour laquelle il construit un grand temple avec une statue gigantesque de culte, hein, sans doute d'Auguste et de Rome. Et puis, quelques années plus tard, en 19, il commence à reconstruire le grand temple de Jérusalem, cette fois pour plaire aux Juifs et se poser en souverain juif pieux, héritier de David et de Salomon. Il veut être le nouveau Salomon pour les uns et un fidèle serviteur de Rome, ouvert à la culture grecque et romaine, dans des territoires qui échappent en fait à la loi juive. Le territoire lui-même est divisé en deux. La Torah est en vigueur d'un côté, en Judée. Elle n'est pas en vigueur sur le territoire civique grec de Césarée. Mais justement, l'ordre chronologique dans lequel vous décrivez ces constructions est fort intéressant. Oui, parce qu'il commence par Césarée en 24. Par Césarée, histoire de remercier un peu ses protecteurs. Bien sûr, Césarée qui rend hommage à non Auguste. pas en hommage à Jules César, mais à Auguste qui a le titre de César. Il y a d'autres constructions à travers le pays et même dans les territoires avoisinants. Ils ont des constructions païennes. Ils restaurent les Jeux Olympiques qui étaient tombés en désuétude, imaginez. Oui. Mais il crée une certaine méfiance à l'intérieur de son peuple. Oui, qui n'accepte pas cette division. Iudaios. Pour calmer les inquiétudes de son peuple, il construit un temple. Mais il commence par les inquiéter beaucoup, parce que pour construire son temple, il détruit le temple précédent qui lui paraissait pas assez beau pour sa capitale. Oui, il faut rappeler que le mur des Lamentations, qui est le seul vestige du temple, c'est les soubassements du temple d'Hérode. Oui, on est bien d'accord. Alors je vous corrige, oui, ce n'est pas le seul vestige du temple, car le mur des Lamentations se poursuit beaucoup. Sous des constructions qui existent actuellement. Il est beaucoup plus long. Il va jusqu'au vestige de la forteresse Antonia qu'on peut encore identifier. Et puis du côté sud de l'esplanade du temple, il y a les marches du temple qu'utilisaient les pèlerins pour monter au temple. Donc il en reste beaucoup plus. Mais ce que je voulais dire, c'est que y compris de côté. C'est hérodien. C'est la partie la plus connue, la plus visible, et en tout cas, avec d'énormes blocs de pierre dont on se demande comment ils ont pu être amenés là. Et là, c'est la magnificence d'Hérode, pour ne pas parler de sa mégalomanie. Autre défi à la nature, Massada. La forteresse existait déjà du temps de l'Asmonéen Jonathan, mais c'est lui qui fait construire en plein désert, alors qu'il y a un problème d'approvisionnement en eau considérable, comme ont pu l'éprouver encore les archéologues qui ont fouillé là-bas, eh bien, un palais d'un raffinement exceptionnel sur un terrain qui est rocheux et qui ne s'y prêterait absolument pas. Alors pour nous, ça nous frappe un peu parce qu'on se dirait, pour se concilier son peuple, plus de justice sociale, du pain, enfin vous voyez, un peu des choses, mais il s'en occupe aussi. Hein, pourquoi construire Qu'est-ce que ça fait de construire? Il donne du travail. Oui, il donne du travail. Et alors, en cas de famine, hein, c'est arrivé plusieurs fois en Judée, il fait baisser les impôts, il fait distribuer du blé qu'il fait importer aux frais du trésor royal d'Égypte. Donc, il sait aussi parfois être un véritable bienfaiteur de son peuple. Alors, c'est toujours évidemment intéressé, c'est pour bien gérer son royaume. Il sait qu'il est regardé par l'empereur Auguste, il est surveillé, il doit montrer qu'il est un bon gestionnaire. Il y a un problème pour la source de ses finances. Comment avait-il la Judée est relativement prospère, semble-t-il. Pour ses constructions. C'est prospère et en fait, il a l'oasis de Jéricho
qui fournit des dates succulentes qui sont très appréciées à Rome. Ce sont celles qu'on échange à l'occasion des calendes de janvier. Et il a aussi l'exploitation du baumier ou du balsamier que Cléopâtre avait essayé de lui soustraire. Oui, qu'elle lui avait d'ailleurs soustrait à un moment. Oui. Et qui produit un parfum extrêmement recherché et très très cher. Et donc il a des sources de revenus. Il construit avec les produits de luxe. Oui, voilà. il ne reverse pas d'impôts aux Romains. Donc les impôts, voilà. c'est pour lui, c'est pour les prêtres aussi du temple, hein, puisque les Juifs paient un impôt à Hérode et un impôt également au temple. Alors vous avez fait allusion justement à Masada et aussi à ces palais magnifiques. Là aussi, qu'est-ce que ça signifie, cette volonté de construire des forteresses? Est-ce que ça a un but militaire? Qu'est-ce que c'est que c'est défensif, mais alors c'est défensif par rapport à l'ennemi extérieur, hein, éventuellement un retour des Parthes, pourquoi pas, ou des attaques des tribus arabes. Mais il s'agit aussi de faire des refuges pour le roi en cas de révolte. Hérode met à l'abri d'ailleurs ses femmes, son harem, sa mère, sa sœur, dès qu'il y a le moindre problème ou dès qu'il doit quitter la Judée, à Masada. Et donc il est conscient d'être sur un pouvoir un peu... il est conscient que des révoltes peuvent avoir lieu, et donc il a des vivres, il y a tout un système aussi pour conserver l'eau de pluie et pour pouvoir se réfugier dans ces forteresses. C'est pour lui aussi qu'il les construit, ces forteresses. Mais à Jérusalem même, son palais qui est somptueux, à plusieurs tours importantes, c'est un palais forteresse. Le temple même, il le construit comme un temple comme une forteresse. Oui. D'ailleurs, le temple sera assiégé, effectivement. Oui. Mais en même temps, il est certain qu'Hérode a été passionné d'architecture. On ne lui connaît pas d'architecte attitré, comme Alexandre avait pu en avoir. Et il vit à une époque où Vitruve écrit le premier traité d'architecture. Il est aussi contemporain de toutes les recherches architecturales qui sont faites à Rome. Il est l'ami d'Agrippa, le gendre d'Auguste, qui fait construire le Panthéon d'Agrippa qui existe jusqu'à nos jours et qui nous éblouit. C'est le Panthéon, oui. Oui, c'est le Panthéon. Et puis Auguste lui-même est passionné d'architecture et il transforme considérablement Rome et l'embellit. Donc comme il reçoit dans son palais Auguste et Agrippa, il veut leur montrer ce qu'il y a de plus beau. Et certainement, ça doit faire l'objet de leur discussion. Mais alors, ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que dans ces constructions d'aspect effectivement gréco-romain, il semblerait quand même qu'il respecte la loi juive. Il n'y a pas de représentation humaine. Les mosaïques sont géométriques ou florales. Donc les motifs sont quand même judaïques. C'est de l'architecture, certes gréco-romaine, mais c'est ce qu'un juif peut accepter de cette architecture. On n'a pas de statue de culte païenne. On a repéré des bains rituels à Masada, une petite synagogue aussi peut-être qui semblerait remonter à l'époque d'Hérode. Et donc on peut relativiser, enfin en tout cas c'est pas de l'architecture disons païenne à proprement parler. Il y a bien l'importation de modèles architecturaux venus du bassin méditerranéen, mais sans contradiction en fait avec le judaïsme. Mais ce qu'il construit reçoit des noms qui sont des hommages à Auguste et à la famille impériale. Parce qu'il faut effectivement sans cesse rendre hommage. Sébasté, qui est la traduction grecque d'Augusta. Et on en revient à ce manque de souveraineté. Il n'appelle pas finalement la cité qu'il fonde Hérodie ou Hérodia, il l'appelle Césarée. Il y a quand même un Hérodione. Il y a quand même un Hérodione, ce petit mémorial qu'il se permet de construire. Qui est aussi un défi à la nature, puisque c'est une montagne artificielle. Alors on va arriver lentement à la légende du méchant Hérode, dont vous nous direz si c'est vraiment une légende, mais auparavant, justement, vous parliez des ennemis intérieurs.
qui sont les opposants à son pouvoir? Finalement, est-ce qu'on peut les décrire de manière simple? Alors, il y a les opposants réels ou supposés, hein, c'est le problème qui se pose. Dans un premier temps, il purge en fait le Conseil du Temple. Hein, quand il prend le pouvoir en 37, selon Joseph, il fait éliminer les 2/3 des membres de ce Conseil du Temple, donc sur 70 membres, pour y placer des hommes en fait à sa solde ou qui l'ont rallié. Et alors ensuite, il s'acharne sur les descendants des Asmonéens, sur les Asmonéens qui font figure d'héritiers de cette dynastie légitime aux yeux des Juifs. Hein. Donc il élimine, à commencer par sa propre épouse. Sa propre épouse viendra après. Oui, on va y revenir. Je crois qu'il y a un fait important, c'est que les Asmonéens avaient cumulé le titre de roi et celui de grand prêtre. Ce qui d'ailleurs était très mal vu d'une partie des Juifs, qui estimaient qu'il devait y avoir une séparation des pouvoirs. Lorsque Hérode prend la suite, nommé par les Romains, il est évident que, n'étant pas d'origine sacerdotale, c'est-à-dire n'appartenant pas à la tribu de Lévi, et pour cause, et ne descendant pas du grand prêtre Aaron, il ne peut pas être grand prêtre. Il se tient à l'écart des cérémonies du temple. Hein. Donc, au lieu de choisir un grand prêtre dans une famille de Jérusalem, il se méfie de l'aristocratie locale. Et il choisit de faire venir de loin, de Babylonie, un grand prêtre, probablement déjà assez âgé, qui s'appelle Hananel, et dont il n'a rien à craindre. Mais à ce moment-là, sa belle-mère et sa femme interviennent, car il faut dire que pour assurer sa légitimité, mais aussi parce qu'il était très amoureux, il a répudié sa première femme, une plébéienne, et il a pris pour femme Myriam, qui est la petite fille d'Hyrcande II, l'ancien roi, et son protecteur. Et donc, il a au palais sa belle-mère Alexandra, sa femme Marianne, qui lui disent qu'il y avait un grand prêtre tout prêt à exercer cette fonction, à savoir le jeune frère de Marianne, Aristobule. Et Hérode finit par céder. Voilà, sous la pression d'ailleurs des ces deux femmes. Et des Romains sans doute aussi, hein, puisque Antoine... Je pense que la pression des deux femmes était plus forte encore que celle d'Antoine. Car il devait les voir tous les jours. Hein. Oui. Et elle ne devait pas lâcher le morceau, parce que c'était quand même faire garder le souverain pontificat dans leur famille. Bien sûr. C'était un enjeu extrêmement important. Elles étaient très fières de leurs origines, et elles le montraient bien à la famille d'Hérode, d'ailleurs. De manière un peu prétentieuse parfois, ce qui irritait Salomé, la sœur. Et donc, Aristobule, qui n'a que 17 ans, est nommé grand prêtre. Et à ses apparitions, il est acclamé par la foule. Aux grandes fêtes d'automne, il apparaît dans son vêtement sacerdotal superbe. Et il est très beau, comme on l'est dans cette famille, comme les Marianne. Et comme l'était peut-être David aussi. Il fait peut-être penser aussi à la beauté qu'on prête à David. On rêve d'une restauration de la monarchie au profit de cet Aristobule. Et je crois que le peuple montre un petit peu trop qu'il souhaiterait voir Aristobule régner à la place d'Hérode. La conséquence est qu'Hérode invite son jeune beau-frère dans son palais de Jéricho, et que, comme il y a une grande piscine, donc le jeune homme nage, il lui envoie des compagnons de jeu qui lui mettent la tête sous l'eau petit à petit, et on le retrouve inanimé. Donc Hérode est le premier à le pleurer, à lui faire des funérailles splendides, mais ça ne trompe pas. Mais tout le monde accuse effectivement Hérode. Donc ça nous amène non seulement au danger de la natation, mais également à Flavius Joseph, qui ça va être notre deuxième pause, qui va nous expliquer un peu l'image que Hérode a laissée à ses contemporains. Donc c'est un texte qui est issu des Antiquités juives, qui date de 100 après Jésus-Christ à peu près. Vous avez écrit un livre sur Flavius, donc vous me contredirez ou au contraire vous me le direz. Donc on est au moment de la mort d'Hérode et il va se passer quelque chose d'épouvantable. Hérode n'ignorait pas les sentiments des Juifs. Il savait que sa fin était souhaitée par eux et leur serait très agréable, puisque de son vivant même, il s'était révolté et avait outragé tout ce qu'il avait établi.
Donc quand ses parents l'auraient vu rendre le dernier soupir, ils devraient entourer l'hippodrome de soldats, ignorant encore sa mort, qui ne devrait être révélée au peuple qu'après l'exécution de cet ordre, et leur enjoindre de percer de flèches ce qui était enfermé. Par ce massacre, il ne manquerait pas de lui donner une double joie. Ses ordres suprêmes seraient exécutés et il serait honoré par un deuil magnifique. Ces ordres suprêmes révèlent quel fut le caractère de cet homme, même aux yeux de ceux qui approuvèrent ses actes antérieurs et sa conduite envers ses proches, en les mettant sur le compte de son amour de la vie. Ce caractère n'avait rien d'humain, puisqu'en quittant la vie, il préméditait de laisser tout le peuple en deuil et privé de ceux qui lui étaient les plus chers, en ordonnant de tuer un membre de chaque famille, sans que ces hommes eussent rien commis contre lui ou été l'objet d'aucune autre accusation. Alors, je l'ai dit, Maria Daslebel, vous avez écrit un Flavius Joseph. Il invente ou c'est bien dans le genre de Hérode? Ça ne m'étonne pas du tout venant d'Hérode. Flavius Joseph, certes, vit un siècle plus tard, mais il a recueilli beaucoup d'informations sur Hérode et il a lu sans doute les œuvres de Nicolas de Damas qui étaient à la cour d'Hérode, mais qui avaient plutôt tendance à le flatter. Je crois que là, il reflète bien l'image que Hérode a laissée dans le peuple juif. Le peuple déteste Hérode. Et là, il a été question du dernier crime manqué, celui-là d'Hérode, mais il en avait accumulé beaucoup au cours de son long règne. Toujours, je pense, dicté par ce manque de légitimité, puisqu'on a vu qu'il a fait disparaître son rival, le jeune prêtre Aristobule, qu'ensuite vient le tour du pauvre Hircan, qui avait été en exil chez les Parthes et qui aime Hérode comme un fils, qui pense qu'à 81 ans, il peut revenir vivre à la cour de son protégé et qu'il sera honoré, mais il pourrait être grand prêtre, mais donc Hérode se méfie de lui et l'accuse d'un complot totalement imaginaire, visiblement, avec les Arabes. Ensuite, Hérode est rendu terriblement jaloux de sa femme, car les mauvaises langues qui règnent à sa cour, à savoir sa propre mère, Cypros, la nabatéenne, et sa sœur Salomé, c'est surtout sa sœur, la pire de... calomnie Marianne, l'accuse d'infidélité. Nous sommes dans une situation qui a été parfaitement rendue par Shakespeare dans Othello. Donc, il fait condamner sa femme à mort alors qu'il l'adore et il se désespère après et il met du temps d'ailleurs à la remplacer. Ensuite, il met à mort la mère de sa femme, qui était une intrigante qu'il supportait mal. Mais le pire arrive lorsque, après avoir tout misé sur les deux fils qu'il a eus de Marianne et qu'il a envoyé faire leur éducation à Rome, et pas seulement à Rome, mais au Palais Royal, chez Auguste, qui aimait ces deux jeunes gens beaux, intelligents, vifs, et qui voyaient avec faveur la perspective qu'ils succèdent à leur père, l'un ou l'autre, eh bien, toujours égaré par les calomnies de sa sœur Salomé et d'autres personnes de la cour, il leur intente un procès inique et il les fait mettre à mort. Donc Hérode est un criminel aux yeux du peuple, on le comprend. Et ce qui a été détruit, c'est la tentative de se débarrasser de ses opposants politiques, qui étaient essentiellement les pharisiens, parmi lesquels il avait aussi fait beaucoup de victimes. À la fin de son règne, surtout. C'est là qu'on a une opposition avec les pharisiens. Mais justement, quand vous êtes historien, quand vous voyez autant de crimes, souvent quand on a autant de crimes dans les annales, on est un peu prudent. On se dit, est-ce qu'on n'est pas en train, post-mortem, de charger le Ça s'explique, en fait, de manière politique, ça peut s'expliquer, sans chercher évidemment à le réhabiliter. Disons que c'est malheureusement assez banal dans le Proche-Orient de l'époque. On tue ses frères et sœurs, Cléopâtre l'avait fait aussi. Très courant. On massacre
même ses à Rome, enfants. et Caligula, oui, oui. et nous sommes encore à l'époque de Gus. Les empereurs qui romains sait se le tenir, font aussi. mais Caligula, Néron, je pensais au et puis même Ptolémée. par la ouais. suite, des gens que, Donc on se méfie de sa soupçonnerait famille, pas, ouais. Constantin ou d'autres. Oui, oui, Et oui, les oui. enfants d'Hérode ont le malheur d'être à moitié asmonéens. Alors s'ils tuent leur mère, leur grand-mère, pourquoi ne pas les tuer eux aussi? Enfin, c'est la logique horrible dans laquelle il se trouve. Il voit les asmonéens dans ses fils et il les tue. Mais alors il va aussi tuer un troisième fils peu de temps avant sa mort, Antipater, oui. qui pourtant n'est même pas asmonéen. Ah non, mais qui était un intrigant. C'était lui qui avait aussi conspiré contre ses deux frères plus jeunes et plus Qui légitimes. avait lui-même conspiré. Et la raison qui nous est donnée, c'est qu'il s'était réjoui de la mort d'Hérode qui avait été annoncée trop tôt. Oui, et il a à hâte ce de moment-là, voir son Hérode, père mourir. l'apprenant, Il le est tout fait aussi, disparaître aussi. Mais alors, terrible justement, que son père. Est-ce que c'est du crime ou est-ce que c'est de la suprême habileté politique? Est-ce que c'est du machiavélisme avant l'heure? Comment vous avez écrit un livre sur Hérode finalement? C'est vous pensez difficile que c'était un vrai méchant ou un suprême? On va éviter de faire comme Renan, disons, et d'avoir des jugements trop moraux. C'est ça. Parce que j'essaie d'expliquer, disons, en tant qu'historien, c'est le pourquoi. Pourquoi en vient-il à tuer ses opposants? Quelle est la logique derrière tout cela? Mais c'est difficile d'émettre effectivement un jugement. Est-ce qu'il a tort ou raison? Il semblerait que les fils de Marianne n'aient jamais comploté contre lui. Antipater, c'est vrai que là, c'est différent. Mais ils devaient être très ils ont pu être arrogants. excédés. Oui, mais leur mère a été tuée cour, par leur père. On comprend qu'il n'est plus en sympathie leur père. Enfin, donc tout cela peut mais leur évidemment père s'expliquer. envisageait de les faire régner, notamment l'aîné Alexandre, qu'il avait marié à une princesse. À Glaphyra, à oui, effectivement. Alors, il y a des problèmes dans sa famille, et puis vous avez parlé aussi des pharisiens. Ça fait partie des crimes. C'est-à-dire que, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il porte en haine, d'une certaine façon, le parti pharisien. Alors pourquoi? Alors, à l'extrême fin, quand même. Ça, on peut le dire, parce qu'au début, les relations sont un peu ambiguës avec les pharisiens. Il faut déjà rappeler que le judaïsme n'était pas aussi unitaire qu'on l'imagine rétrospectivement, qu'il y avait plusieurs courants à l'intérieur du judaïsme. C'est Flavius Joseph qui nous donne le plus d'indications sur le sujet, mais on en trouve aussi un peu dans le Nouveau Testament et dans les actes des apôtres. Donc pharisiens, sadducéens, esséniens, pour ne citer que ces trois-là, car la réalité est encore plus complexe que celle-là, eh bien, les sadducéens, on a l'impression qu'ils ont été plus ou moins mis au pas. Ce sont ceux qui servent dans le temple, c'est une aristocratie sacerdotale. Bon, oui, ou purgés, tout simplement. Purgés en 37. Les sadducéens anti-hérodiens sont mis à mort dès le départ. Oui. Donc, plus de problème. Donc, ils se tiennent. Les Esséniens, eh bien, bizarrement, ils sont respectés par Hérode, car, ça c'est Joseph qui nous le dit, un Essénien avait prédit la royauté à Hérode alors qu'il était encore enfant. Oui. Et un roi est forcément, d'une certaine manière, nommé peut-être par Dieu, c'est ce qu'il semble penser. Donc ils se soumettent à une autorité qui leur paraît forcément en partie d'origine divine. De toute façon, ils leur paraissent inoffensifs, ils vivent entre eux, ils s'intéressent à des questions de pureté, et ils vivent déjà dans le monde à venir, dans le royaume de Dieu. Ils sont moins dangereux. Bon. Pas de danger immédiat, effectivement. Les pharisiens, ce sont ceux qui ont le plus de succès auprès du peuple. Car ce sont des prédicateurs populaires, des exégètes de la Torah. Ils font école, ils ont des disciples autour d'eux. Qu'enseignent-ils? On ne sait pas trop, car très peu de paroles de cette époque ont survécu dans les écrits rabbiniques ultérieurs. Mais il est possible aussi qu'ils commentent l'Écriture. Il est possible qu'ils reviennent à la promesse de Samuel, de Nathan plutôt, faite à David dans le livre de Samuel, lui disant que son trône ne disparaîtra pas et qu'il y aura un héritier dans sa lignée. Dans sa lignée. David et on cherche vainement cet héritier qu'on ne trouve plus. Hérode est tout sauf de la lignée de David. Hérode est tout, même les Asmonéens d'ailleurs. Il essaie de le faire croire un moment en se construisant une généalogie à laquelle personne ne croit. À laquelle personne ne croit. Mais il essaie. Voilà. Ça ne marche pas. Donc,
ils sont dans l'opposition et lorsque Hérode, se méfiant veut leur faire prêter serment de fidélité, eh bien, ils s'y refusent. Enfin, lorsqu'on dit les pharisiens, il faut voir combien il y en a. Joseph nous dit qu'il y en a 6 000 en tout dans tout le pays, c'est-à-dire ce sont les maîtres pharisiens. Mais le peuple les suit, le peuple les écoute, car ils sont plus proches du peuple que ceux qui s'isolent comme les Esséniens ou ceux qui sont dans le temple comme les Sadducéens. Voilà. Et on a peut-être affaire à 2 générations, je dirais, de pharisiens. La première qui ne s'oppose pas de manière frontale à Hérode, Saméas et Polion notamment, qui sont cités par Joseph, et puis sans doute les jeunes pharisiens de la fin du règne qui, là, n'hésitent pas à provoquer Hérode en allant décrocher le fameux aigle d'or. C'est plutôt Hérode qui a provoqué aussi. Oui. Alors ça, je pense qu'on peut essayer de l'expliquer. Peut-être que Hérode ne pense pas peut-être provoquer en mettant cet aigle. Alors, Hérode fait accrocher un aigle d'or au fronton de la porte extérieure. D'une porte extérieure du temple. Oui. Bon, nous ne sommes pas à l'intérieur du temple. Mais on est très susceptible à Jérusalem pour tout ce qui est représentation figurée des animaux qui sont interdits à cette époque. Je pense ça que l'aigle, c'est Rome. Oui, alors est-ce que c'est vraiment plutôt Rome religieux ou est-ce que c'est plutôt national? Disons qu'il a consacré tellement d'argent pour reconstruire le temple qu'à mon avis, il n'a pas pu faire une provocation de ce type. Et donc, moi, j'avance, c'est une hypothèse, sur la base de Flavius Joseph. Est-ce qu'il n'aurait pas voulu finalement consacrer une sorte de chérubin, en fait, le chérubin étant un génie ailé. Et j'ai remarqué que Flavius Joseph traduit, en général il transpose, il écrit kéroubim en grec, mais il arrive une fois quand même qu'il traduise chérubin par aétos, c'est-à-dire par aigle. Et donc Hérode pense sans doute faire une œuvre pieuse. Il essaie de revenir sans doute au prototype salomonien à l'entrée du temple. Pourquoi? Enfin, toujours est-il que de très jeunes gens, un peu excités par leur maître, se font la courte échelle pour aller décrocher ce temple et le détruire, cet aigle, et le casser à la hache. Ils sont brûlés vifs. Ils sont brûlés vifs. À un moment où Hérode est déjà malade. Mais Hérode dit bien qu'ils ont décroché un symbole de piété. Donc de son point de vue, il pense avoir offert un aigle. Donc on voit donc qu'il est plutôt mal vu par le peuple. Est-ce qu'on va arriver aux évangiles? Parce qu'on en a fort peu parlé, vous en avez fort peu parlé, parce que en fait, en tant qu'historien, le massacre des innocents, vous le comptez ou vous le comptez pas dans les crimes d'Hérode? On le prend en compte déjà en tant qu'historien. Oui, alors ce que je dirais en tant qu'historien, parce que ma position est celle évidemment de l'historien, peut-être pur et dur ou sans concession, je pense que c'est comme ça en tout cas qu'il faut être historien. Le problème du massacre des innocents, c'est qu'on n'a en fait qu'une seule source, c'est-à-dire Matthieu. En tant qu'historien, on aimerait avoir une autre source, si possible non chrétienne. On l'a en partie avec Macrobe, un historien, un auteur romain du 5e siècle, tardif, qui parle de massacres d'enfants, mais sans mettre ces massacres d'enfants en relation avec la naissance de Jésus. Macrobe met en relation les massacres d'enfants avec sans doute la mort d'Antipater. Donc il y a ce problème de source. Et donc, pour terminer d'un point de vue méthodologique, on est obligé de se demander, en tant qu'historien, si la source unique, puisqu'elle est unique, éprouve un intérêt particulier à dire ce qu'elle dit. Oui. Et là, moi je dirais un petit peu comme Marie-Françoise Basselès, grande spécialiste des relations entre la Bible et l'histoire, qu'on a affaire de toute évidence à une construction de la part de Matthieu, dans un but théologique. Il s'agit de comparer en fait Hérode et Pharaon, et du coup aussi Jésus et Moïse, chacun a son méchant en quelque sorte dans cette perspective. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez, c'est que finalement dans le peuple juif, et les chrétiens en font partie, il a gardé une image détestable, et des innocents il en a massacré. Il en a massacré, il a massacré des enfants, ça c'est à commencer par les siens. Le premier christianisme a hérité en fait de l'image d'Hérode qu'avaient les juifs eux-mêmes. Et c'est exact, pour eux, c'était un nouveau pharaon, un homme cruel. Et tueur d'enfants. La description du tyran, la description classique du tyran,
c'est le tueur d'enfants. C'est le tueur Donc, d'enfants. celui qui ordonne le massacre des premiers-nés ou des nouveau-nés des Hébreux. des Hébreux, et ensuite... Mais alors, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a un fond de vraisemblance historique. Matthieu construit une histoire dans un but théologique, mais avec des éléments de vraisemblance historique, puisqu'Hérode est effectivement un tueur de ses propres fils, un tueur d'enfants. Donc c'est une sorte, je dirais, de légende ou de mythe chrétien, mais qui est fondé sur des éléments de vraisemblance. Mais il y a des éléments qui nous manquent peut-être, c'est ceux dont la tradition orale juive a dû faire de Pharaon. Il devait craindre que de ces Hébreux réfugiés sur son territoire naisse un rival qui risquait de le renverser. Et donc on a transposé ça sur Hérode. Jésus est dans la même position, dans le schéma narratif, disons, des évangiles. C'est celui qui est susceptible de légende orientale, en fait. Oui. Mais auquel Hérode, parce que on arrive à la fin de l'émission, pour résumer, on peut dire quand même que c'est effectivement un grand roi, mais un roi qui a laissé un souvenir terrible. C'est un tyran. Un souvenir tellement terrible que le peuple judéen, à sa mort, ne veut surtout pas de descendants d'Hérode. Et ils vont même jusqu'à demander à Auguste une administration directe de Rome. Plutôt les Romains que la famille d'Hérode. Ce qui est presque un comble. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. Alors, je vais rappeler vos deux livres. Mireille Hadas-Lebel, vous avez écrit « Rome, la Judée et les Juifs » aux éditions Picard. C'est le dernier, parce que vous en avez écrit de nombreux, mais ça parle justement de ces questions-là. Et Christian-Georges Wenzel, vous venez de faire paraître chez Pygmalion Hérode le Grand. Et donc c'est aussi c'est tout à fait dans le sujet de ce que l'on vient de dire. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir la figure d'Hérode, et merci à vous de nous avoir suivis.